Sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Vous nous écoutez à la radio 99.7 ici à modulation de fréquence à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Le débat continue dans un instant avec notre invité, évidemment. Je le disais tantôt, l'État guinéen opère depuis une dizaine d'années de déguerpissement donc à Conakry et à l'intérieur du pays. Et bien pour ce faire, soit pour rentrer dans ce qu'il considère son droit ou pour cause d'utilité publique, plusieurs habitations ont été ravagées donc pour libérer les trottoirs dans la capitale et agrandir donc les routes Koya Dabola et Koya Forekaria. Et tout le monde donc garde encore en mémoire le départ forcé de plusieurs familles de Kapororaï. Question de domanialité, un débat ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs. Nous allons continuer dans un instant avec Maître Yaya Dramé. Il faut le rappeler, il est avocat. Domaine privé, domaine public d'État, quelle différence et à quel moment le changement peut intervenir? Toutes ces questions posées ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Et puis, on recevra un peu plus tard dans notre émission Paul Moussa Diawara. Il est le président de MPD. On parlera politique, évidemment, dans cette émission. La transition guinéenne au centre des critiques entre contestation interne et pression de la presse étrangère. Eh bien, la presse étrangère. Donc, les citoyens de CRD répliquent, ils signent dans les médias locaux des éditoriaux pour défendre l'image de la junte. Ils abordent donc la crise actuelle, mais très différemment puisqu'ils mettent plus l'accent sur les actions positives. Notre invité ce matin, Paul Moussa Diawara, il nous rejoindra dans quelques minutes, dans un quart d'heure, on va dire comme ça. Allez, on continue le débat avec notre invité, évidemment, qui n'est autre que Maître Yaya Dramé. Il est avec nous, évidemment, dans cette émission ce matin. Il était sur le cas d'évoquer le cas Gawal, hein, c'est bien cela? Justement, voilà. La question qui était posée préalablement, c'était les cas Sidia et Selou dont on a vu les maisons démolies, plutôt pour Selou Dalen Diallo, démolies du jour au lendemain, et celle de Sidia Touré récupérée et après transformée en siège d'une structure publique. Alors, la question qui se pose, parce que c'était l'argument de l'État, est-ce que lorsque des hommes publics, des administrateurs publics de l'État acquièrent un bien de l'État, dit-on, de manière illégale, est-ce que cela donne néanmoins le droit à l'État de venir raser ses maisons quand il y a contestation en justice encore? Alors, je vais répondre en fait à votre question en deux temps. Dans le Code civil, vous avez ce qu'on appelle la possession d'État et vous avez le droit de propriété. Lorsqu'il y a une contestation sur un bien, la loi dit que c'est à celui qui a la possession d'État qui est présumé propriétaire jusqu'à ce que celui qui revendique le droit de propriété apporte en fait donc la preuve contraire. Lorsqu'une affaire concernant un bien, fût-il présumé être propriété de l'État, fait l'objet d'une contestation sérieuse et que cette contestation est portée devant une juridiction, toute intervention musclée de l'État consistant à expulser cette personne est une atteinte à l'indépendance de la justice. Parce que ça veut dire tout simplement, en gros, on n'en a rien à cirer qu'une affaire soit portée au tribunal parce que peu importe, le chef a ordonné, ça doit être exécuté. Et c'est quelque chose qu'il faut changer parce qu'en réalité, personne n'est à l'abri. Lorsqu'il s'est agi de ces destructions-là, il y a eu tout un ensemble de commentaires sur Facebook. J'ai vu un commentaire, je crois que c'était le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui indiquait que... alors, je vais peut-être essayer de paraphraser, mais je ne me rappelle pas exactement, sauf quelques mots. En gros, le terme c'est que l'État dispose d'un privilège du préalable et en vertu de ce privilège du préalable, quand il décide, la décision est exécutoire. En attendant, alors c'est extrêmement grave de dire ça, parce que ça, ce n'est possible que dans une dictature où la parole de l'autorité fait loi. Mais dans un pays où il existe une législation, il n'est pas possible, le privilège du préalable existe effectivement, mais pas dans les rapports de droit de propriété. On vous dit, par exemple, vous déposez une demande de permis de construire. L'administration
sur votre bien, vous voulez construire une maison sur une parcelle que vous avez, vous déposez la demande de permis de construire, l'administration vous la refuse. Ce refus vous interdit de construire. Pourquoi? En vertu de l'application du principe de privilège du préalable. Mais lorsque la contestation porte sur un bien du domaine privé de l'État, les textes sont clairs. Ils disent que l'État gère son bien. Je crois vous avoir donné un extrait du Code foncier et domanial qui indique clairement que l'État gère son bien exactement comme les particuliers. Donc, les règles qui régissent le domaine privé de l'État, ce sont les règles du droit civil et du code de procédure civile. Les grandes gueules. Donc, l'État a l'obligation d'agir comme un particulier parce que sur son bien, il n'exerce pas un pouvoir d'autorité en saisissant le juge de la propriété pour contester les droits dont se prétend celui qui possède le bien. Maintenant, si on revient sur les différents actes qui ont été publiés sur Internet, notamment le décret de cession, comment pouvez-vous imaginer que dans un pays où on considère que le principe de sécurité juridique est un droit fondamental, où il y a un acte de cession délivré par un président de la République, c'est comme si on me disait en fait en gros, demain, un véhicule qui aurait été offert par exemple à Madame André Touré devra être retourné, quitte de tout charge, neuf à l'État. Alors qu'il y a déjà en fait une cession. C'est quand même abyssal. Les grandes gueules. Donc, une fois que la juridiction est saisie, interdiction est faite à l'administration de faire déguerpir le propriétaire parce qu'il exerce une voie de recours. Quand cette voie de recours ne vous protège plus de rien, vous n'êtes plus protégé en fait de personne. D'accord. Alors, maître, j'ai une question. Puisque les deux ont défrayé la chronique, je veux parler du président Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo. Il y a une disposition là du code de l'urbanisme qui dit que les réserves foncières se constituent par voie d'acquisition amiable, par la préemption ou par l'expropriation pour cause d'utilité publique. S'il existe un schéma directeur d'urbanisme, il ne peut y avoir acquisition que pour ces objectifs. En clair, est-ce que l'expropriation de Sidya Touré et de Cellou Dalein Diallo sont légales? Non, ce n'est pas une expropriation. L'expropriation, en fait, la loi a fixé une procédure d'expropriation. L'État doit d'abord identifier le bien, prendre une DU, une déclaration d'utilité publique indiquant pourquoi il a besoin de ce bien, et ensuite intervient un délai de recours de 2 mois. Passé ce délai, l'État, par la voie judiciaire, donc par la voie de son agent judiciaire, saisit le tribunal pour demander au tribunal d'exproprier. En fait, ce n'est pas l'État qui exproprie, c'est le tribunal qui exproprie au profit de l'État. Donc, ce qui s'est passé, en clair, c'est illégal. Voilà. Donc, non, mais c'est absolument illégal. C'est-à-dire que, admettons, pour quelque raison que ce soit, il doute sur la validité des actes qui ont conduit à la cession des parcelles au profit de M. Cellou ou au profit de M. Sidya. L'idéal aurait été, si les biens sont vendus, par exemple, en dessous de la valeur vénale du bien, et bien dans ce cas, on conteste le contrat de cession et indirectement le décret, parce que le décret, en fait, a simplement sorti le bien du patrimoine de l'État pour le ramener dans le patrimoine privé. Voilà. Mais antérieurement, il y a un contrat, puisqu'il y a un prix qui a été versé. Fut-il dérisoire, parce qu'il aurait fallu qu'il y ait une expertise, qu'on détermine au moment T1, au moment des faits, quelle était la valeur vénale réelle du bien. Donc ce n'est pas une expropriation, en fait, dans les règles de l'art, c'est une expropriation illégale, parce que les règles de l'expropriation, en fait, sont claires. Quand il n'y a pas de déclaration d'utilité publique, quand ce n'est pas un juge qui dit, en fait, c'est le juge qui reprend le bien du patrimoine du particulier pour forcer le particulier à vendre à l'État. C'est ça l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce n'est même pas à l'État de déterminer la valeur du bien. L'État, quand il saisit le juge, il le saisit comme partie au procès. Ce bien, j'en ai besoin. Je pense que sa valeur vénale est de 100 000. Celui dont on veut forcer à céder le bien, admettons que vous ayez un bien, que vous ayez enterré votre père. Je ne le souhaite pas. Vous ne voulez pas vous céder ce bien. Mais l'État en a besoin pour construire une école. Peu importe le lien psychologique que vous avez avec ce bien, l'État peut vous forcer par la voie judiciaire
à lui vendre ce bien. C'est ça l'expropriation pour cause d'utilité publique. Bien. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit que nul ne peut être privé de son bien que pour des raisons. Donc la loi fixe le motif et en plus des motifs, en fait, les modalités. Donc la procédure, le motif et le prix. C'est-à-dire c'est le juge qui fixe le prix. Bien, bien. Allez-y, mon cher Roby. Dans le cas spécifique de l'utilisation des domaines relevant du bien public, même que fût-il à usage public, parce que je veux parler spécifiquement de la forêt de Anta, par exemple, parce que vous vous souviendrez qu'à un moment donné, lorsque l'État avait défini la nouvelle tracée de la route Kisosso-Anta, les riverains s'étaient plaints en estimant que cette forêt était un peu un baume d'oxygène pour la zone. Sauf que c'est un domaine public, mais l'État est venu causer ces dommages. Dans ce cas d'espèce, est-ce qu'une réserve foncière, alors dans là ce cas aussi, il y a un d'espèce, doute, hein. voilà. Les Alors, grandes gueules. une forêt domaniale n'est pas, en fait, c'est comme un droit minier. L'État n'est pas propriétaire de la parcelle qui contient la substance minérale. L'État est propriétaire de la substance minérale, c'est-à-dire vous avez de l'or sur votre terrain. L'État n'est pas propriétaire de votre terrain, mais l'État est propriétaire de la substance minérale du terrain. Donc une forêt peut être effectivement une forêt domaniale à propriété absolue, c'est-à-dire l'État est à la fois propriétaire de la forêt et propriétaire de l'assiette qui porte la forêt, c'est-à-dire le sol. Mais il peut également, comme à Mamou, il y a eu en fait des forêts qui sont estimées comme utiles à la biodiversité. Voilà. Et pour lesquelles l'État génère ce qu'on appelle une réserve forestière. L'État est propriétaire de la forêt, mais l'État peut ne pas être propriétaire des parcelles qui supportent la forêt. Donc en fait, c'est deux choses totalement différentes. Mais est-ce que les riverains autour auraient pu avoir des voies de recours pour empêcher l'État, par exemple, de venir détruire cette forêt pour des raisons écologiques? Toutes les ONG de protection de l'environnement, et c'est d'ailleurs, et c'est pas que c'est dans ce domaine en fait, je pense que les ONG de protection de l'environnement auraient pu contester. Mais il y a plus que la forêt obliger d'Anta. l'État à réorienter en fait le tracé de la route. Bon, mieux, vous parliez tout de suite en fait cette histoire. La question de l'application de la loi pose un sérieux problème. C'est-à-dire que c'est ceux-là même au bénéfice de qui les lois sont adoptées qui les ignorent. Lorsque vous parliez de la Caisse nationale de la sécurité sociale tout de suite, j'étais en train de sourire puisque je fais beaucoup de contentieux des marchés publics. En tant qu'avocat, je me dis, mais attendez, Adafo est en train de passer, en fait, on va dire, pas à côté de la plaque, mais à côté d'une somme d'argent qu'il aurait pu, en fait, obtenir, parce que vous pouvez contester la validité de ce contrat. Donc, les seuils actuels, si ma mémoire ne fait pas défaut, de passation des marchés publics, c'est autour de 500 millions. La Caisse nationale de la sécurité sociale étant un établissement public, a l'obligation, lorsque ce seuil est atteint, de faire un appel d'offres. Donc, toutes les entreprises qui auraient pu candidater à ce marché, qui n'ont pas pu le faire, on leur a privé d'une liberté qui est prévue dans le Code des marchés publics. C'est ce qu'on appelle la liberté d'accès au marché public. Voilà. Maître Yaya Dramé, notre invité ce matin. Dernière question, mon cher Antoine. Caporal justement, c'est ce que j'allais poser comme question. Caporal, riverain de la nationale Conakry, je crois que c'est Kindia Mamou. Dites nos dossiers, vous en êtes où avec ces dossiers? Est-ce que les victimes ou les dégâts, bon, pas les déguerpis puisque le terme vous dérange, les déplacés, vous en êtes où avec leur situation? Caporal d'abord, parce que on a tous entendu Ousmane Gawal dire qu'il y avait eu un accord pour dédommager certaines victimes. Est-ce que ça a été fait? Et dites-nous le dossier est où à ce jour? Alors, je vais commencer par la fin. Il n'y a pas d'accord. Il y a eu un début de négociation où il a été envisagé que Ima Golding indemnise en fait les victimes. Nous ne nous sommes pas entendus sur la manière et sur le quantum de l'indemnisation. Mais pour revenir sur Caporal, moi j'aimerais bien vous offrir ce document. C'est le décret qui a déclaré la zone de Caporal équipée de réserve foncière de l'État. C'est-à-dire on est dans un État utile au temps du CMRN. 1989 quand même. 89. Ouais. Alors, mais il y avait des propriétaires, il y avait des gens qui étaient là avant 89. Non, mais la subtilité dans le décret, c'est quoi? Et je vous disais tout de suite dans l'article L328 du Code de l'urbanisme,
une réserve foncière, ce n'est pas une notion de droit de propriété, c'est une notion de droit de l'urbanisme. Ça veut dire tout simplement que c'est une zone que l'État entend acquérir très bientôt par la voie de l'expropriation ou par la voie de la préemption. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider que toute cette zone appartienne, l'État cherche en fait à ce qu'il appartienne. Donc quand vous regardez ce texte, la preuve que des gens y habitent se trouve dans le décret lui-même. Parce que le décret interdit à ceux qui y habitent de faire de nouvelles constructions et le décret lui-même précise que ceux qui ont déjà aménagé ne seraient expulsés qu'après avoir été préalablement indemnisés. Et je pense que les gens n'ont pas compris. Il y a une confusion là entre les domaines et comment on appelle ça? Non seulement mais ce n'est qu'en Guinée, les réserves. Ce n'est qu'en Guinée que le président peut décréter que votre cour appartient désormais à l'État par décret. Les grandes gueules. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, certains m'ont dit que, mais en 84, la terre n'appartenait à personne, la terre appartenait en fait à l'État. Mais en fait, la violation du droit a commencé même au temps de Sékou. Pourquoi? Parce qu'on est signataire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Dans la tête, non, mais alors, chez vous, ça ne vous appartient pas, c'est pour l'État. Alors, c'est quelque chose qui est très important parce que même dans le code foncier domanial dont je vous ai donné copie, il date de 89, donc à la même année du décret. Il dit que sont propriétaires également tous ceux qui avaient ce qu'on a autant de Sékou, ce qu'on appelait des autorisations d'occuper. Parce qu'à compter donc de l'intervention de la Révolution, l'État a nationalisé en fait les terres. Sauf que en nationalisant les terres, l'État a omis de prendre en compte deux éléments. C'est d'abord la ratification de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui considère que le droit de propriété est sacré, et en 1982 la Charte africaine des droits de l'homme confère également un droit de propriété en fait sacré. Donc ces deux textes ont une valeur supérieure à la législation nationale. Donc ce qui fait que du point de vue strictement juridique, les biens privés, donc les biens immobiliers qui appartenaient aux uns aux autres, ils sont restés propriétaires. Et la Constitution de 84 d'ailleurs prévoit, je crois que j'ai un texte que j'aimerais bien vous mettre à votre disposition en fait après, considère que même les biens qui font l'objet d'un titre foncier, l'héritage des femmes et des hommes en fait doivent être traités de manière égale. Donc ça veut dire que si dans cette constitution l'héritage portant sur un bien sur lequel il y a un titre foncier, donc on parle déjà de titre foncier dans la constitution de 84. Donc aujourd'hui c'est un sérieux problème. Et pour conclure en fait, puisque c'est la dernière question. On en est où maintenant? Parce qu'il n'y a pas eu d'accord. Ou est-ce que, moi j'ai appris qu'il y avait eu un accord autour de 7%, un moment qui aurait dû être reversé aux anciens occupants de Kapororaï, mais on ne sait pas où est-ce que cela a fait pchit. Et j'apprends d'ailleurs par des membres de l'association qu'une plainte pourrait être intentée contre l'ancien ministre de l'Habitat. Et est-ce que c'est vrai? Vous auriez sans doute remarqué que j'interviens très souvent dans des dossiers pour le principe. Et dans ce dossier, je pense que pour la compréhension des uns et des autres, nous envisageons effectivement une procédure pénale directe contre les personnes qui ont ordonné et qui sont allées eux-mêmes détruire les maisons des particuliers. Donc, voilà, tous les ministres qui étaient là. Exactement. Non, pas tous les ministres. Le ministre, le département en fait dont il relevait. J'ai bien compris, mais bien avant lui, il y avait d'autres ministres. Voilà. C'est lui qui a exécuté. Là, je suis l'avocat des habitants de Kapororaï de 2019. J'ai compris. Ce que je voudrais, peu importe ce que la décision au niveau de la Cour de justice, la CEDEAO, en fait, l'État guinéen n'a aucune chance de gagner. Parce qu'en fait, j'ai ici en fait des preuves matérielles que j'ai trouvées dans les archives françaises qui établit effectivement que le droit foncier, c'est-à-dire les rapports entre un bien et son propriétaire en Guinée, avaient leur équivalent dans le code civil français. Et des documents existent. Ces documents, vous pouvez en fait les consulter en tant que journaliste. Vous verrez que la réserve foncière de Kapororaï n'a jamais été propriété de l'État. Sauf en 89, quand l'État, Bana Sidibé en fait est venu et dit écoutez, l'État, au vu de l'évolution de la démographie, il va falloir que l'État sorte du goulot d'étanglement de Kaloum pour s'établir en fait donc dans l'Interland. Où est-ce qu'ils ont trouvé? Kapororaï. Mais Kapororaï était un royaume. L'Afrique française. Donc du coup, ce qui se passe chez nous, et c'est par ça peut-être que je vais finir,
il n'est pas possible de dire à un Guinéen de ne pas voler, de ne pas violenter quelqu'un si l'État qui a la charge, qui a l'obligation de protéger les citoyens, lui-même se comporte comme un voyou. Ben oui, mais je suis désolé. C'est par ça que il n'y a pas d'autre terme. Alors, tu as donné son terme. Une dernière question très rapidement qui porte beaucoup à confusion puisque vous parlez de l'existence du titre foncier. On parlait déjà du titre foncier en 84, si j'ai bonne mémoire. Oui. Alors, la validité des donations. Oui. Cette question, c'est vraiment une problématique dans les quartiers aujourd'hui, des chefs de quartier qui délivrent des donations, alors que je crois que normalement, ce n'est pas légal. L'État seul délivre des titres fonciers. Alors, dites-nous un peu sur la validité de ces donations. Là aussi, des donations qui sont après. S'il vous plaît. Alors, donnez-moi dans ce cas 1 minute. 1 minute, allez-y. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, au temps de Sékou, c'est au plan local, en fait, qu'il n'y avait pas de conservation foncière. C'était au plan local. En fait, c'est une réminiscence de la pratique de la révolution qu'on a continué, en fait. Donc, avant, on parlait de reconnaissance coutumière par le chef local du droit de propriété. Maintenant, l'acte de donation est un contrat entre le donateur et le donataire. Donc, ce n'est pas à l'administration. En fait, c'est un contrat par lequel vous décidez de sortir un bien de votre patrimoine gratuitement au profit de votre voisin, en fait, qui ou au profit de n'importe qui. Donc, ces donations qui sont délivrées par les communes ou par les chefs de quartier ne sont pas dans le droit, et je pourrais dire tout simplement, en fait, ce n'est pas légal, c'est du non-droit, en fait. Voilà, c'est du non-sens, si vous voulez. Merci beaucoup, en tout cas, maître, d'être passé nous voir ce matin. Forcément, vous aurez un sur Radio Espace, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.